vous parler conteneurs et orchestration conteneurs. Mais avant ça, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on voulait déployer son application en production, on allait en data center, on raquait son serveur physique sur lequel on installait son OS, son application server, son application, on allait configurer les load balancers, les DNS, les reg firewall, etc. Et donc, ça prenait énormément de temps. Depuis, la virtualisation a fait son arrivée, et donc on a commencé à mutualiser les machines virtuelles au sein du même serveur physique, ce qui a permis d'accélérer les mises en prod et de réduire le time to market. Donc, cet ensemble de fonctionnalités, vous l'avez vu ce matin, vont être couvertes par les services qui s'appellent Google Compute Engine, qui permet l'hébergement de machines virtuelles, la gestion du stockage, le choix de l'OS, une facturation à la seconde et différentes personnalisations des ressources qu'on va utiliser. De l'autre côté, vous le verrez juste après, on va retrouver App Engine. App Engine, la promesse, c'est de se focaliser sur le code et d'être en capacité de le déployer avec un minimum de configuration. En l'occurrence, on le verra, au maximum 2 lignes. Et entre les deux, on va retrouver donc tout l'environnement nécessaire à l'exécution des workload containers, notamment couvert par le service qui s'appelle Google Container Engine. Avant de faire un focus particulier sur la partie conteneur, voici à quoi ressemblait votre solution de virtualisation de machines virtuelles, donc à gauche de l'écran, où finalement on se rend compte qu'on va avoir systématiquement une duplication du système d'exploitation pour faire tourner ces différentes applications. Et dans la plupart des clients, ce système d'exploitation est souvent le même, donc on va retrouver tout le temps les mêmes distributions, on va retrouver la plupart du temps des niveaux de patching différents, des configurations différentes, et donc ça va rajouter de l'overload sur la partie gestion et utilisation. La promesse du conteneur, c'est tout simplement de packager l'application et ses dépendances au sein d'une même image très très légère qu'on va être en capacité de déployer un peu partout. Cette image, tous ces conteneurs seront isolés dans l'espace utilisateur, et donc il sera impossible, a priori, comme c'était le cas sur les machines virtuelles, de discuter d'un conteneur à l'autre. Et quand ce sera nécessaire d'aller chercher des ressources, notamment via des appels système pour aller écrire sur les disques ou communiquer sur la stack réseau, on va passer par justement cette solution de conteneurisation qui va nous permettre d'effectuer les appels système. Alors pourquoi je vais utiliser les conteneurs ? D'abord parce que vous allez le voir, c'est très simple et très rapide d'utilisation. Étant donné que mon application et ses dépendances est packagée au sein de la même image, je vais être en capacité de déployer le tout en une seule ligne de commande. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va déployer de la même manière qu'on soit sur le poste de l'utilisateur ou en production. Donc on a vraiment cette garantie d'utiliser un seul et unique process, et finalement on va réussir à rejouer très facilement un incident de production directement sur le poste de travail, ou tout simplement tester des nouvelles fonctionnalités. Ça va également aider à découper en microservices. Alors pourquoi ? D'abord, vous avez sûrement tous déjà rencontré la situation où on a une toute petite application et on trouve que déployer une machine virtuelle pour cette application, c'est super lourd et ça nécessite des coûts supplémentaires en termes de licensing sur la partie OS ou tout simplement en termes de consommation RAM-CPU. Et donc le conteneur va nous aider justement à déployer et à segmenter nos applications en toutes petites applications. Ensuite, une machine virtuelle, c'est relativement lent. Quand vous avez besoin de puissance supplémentaire, la scalabilité se fera entre 1 et plusieurs minutes en fonction des différents systèmes d'exploitation. Là où vous le verrez juste après dans la démonstration, un conteneur prend quelques millisecondes à démarrer. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va me permettre au quotidien ? Ça va vraiment accentuer l'aspect fail fast. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir utiliser depuis des images déjà préconfigurées, des applications disponibles sur Internet que je vais pouvoir déployer sur mon poste de travail. Si j'ai besoin de tester un moteur de base de données qui a déjà été conteneurisé, je sais que je vais pouvoir le déployer très facilement et l'utiliser directement pour voir s'il répond vraiment à mes contraintes. On va également approcher ce qu'on appelle Run Once, Deploy Everywhere. Comme je vous le disais, l'idée c'est de pouvoir être en capacité de déployer l'image n'importe où, que ce soit on-prem, sur le cloud, en dev, en prod, sur du Windows, sur du Linux, etc. Peu importe le support de l'infrastructure sous-jacent, je vais être en capacité de déployer de la même manière mon application. Et donc, ça va favoriser les applications hybrides, où vous allez le voir un peu plus tard dans la présentation, je vais potentiellement avoir une partie de mon application sur le cloud, avec une autre partie de mon application en data center. Alors, déployer un conteneur, c'est bien, mais finalement, on va voir que c'est très limité.
parce que la plupart du temps, on ne va pas vouloir déployer un conteneur, on ne va pas vouloir déployer un seul microservice, mais un ensemble de microservices qui sont liés les uns avec les autres. Par exemple, mon application et sa base de données, ou alors mon front et mon back. De plus, qu'est-ce qui se passe si je vais perdre la machine, donc l'hôte, qui va faire tourner mon conteneur? Il va falloir que je reschedule le conteneur pour qu'il puisse retourner sur une nouvelle machine. Si jamais j'ai besoin de plus de puissance, il va falloir que je scale le nombre de conteneurs, que je multiplie le nombre de conteneurs pour répondre à la demande. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser un orchestrateur de conteneurs tout simplement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Kubernetes, qui est un projet open source initié par Google, open sourcé en 2014, issu des compétences acquises par Google, puisque Google utilise les conteneurs depuis très longtemps, notamment quand vous utilisez Gmail, c'est du conteneur, quand vous utilisez Google Drive, c'est du conteneur, etc. Donc Google a acquis une très forte maturité sur l'utilisation de ces conteneurs. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller consulter les différents white papers disponibles au niveau des projets Borg et Omega, qui sont les deux orchestrateurs utilisés chez Google. Alors, quels sont les bénéfices de Kubernetes? D'abord, on le verra, Kubernetes applique ce qu'on appelle l'infra as code. Ça veut dire que je vais, dans un fichier de configuration qu'on va appeler manifeste, expliquer l'état que je souhaiterais obtenir pour le déploiement de mon application. Le nombre de containers que je veux déployer, comment les déployer, sur quelle image elle va se baser, etc. Et c'est Kubernetes qui va se charger de déployer cette application au sein d'une infrastructure. Ce n'est pas à moi d'aller jouer les lignes de commande nécessaires pour déployer mon application, lui ajouter du stockage, lui créer un load balancer, etc. C'est Kubernetes qui va se charger de faire tout ça pour moi. Ensuite, ça va permettre d'ajouter une couche d'abstraction pour déployer de la même manière, quelle que soit l'infrastructure sous-jacente. Donc, je vais utiliser mon manifeste Kubernetes, que ce soit sur mon poste de travail, sur un cloud provider, que ce soit Google ou un des concurrents, mais également, ça peut être aussi on-prem. Et c'est Kubernetes, très important, qui va se charger d'allouer les ressources physiques. Si jamais j'ai besoin de stockage, eh ben c'est Kubernetes qui va aller allouer du stockage et le montrer à mon conteneur directement. Ça permet également de gérer très facilement les mises à jour de ces applications, donc notamment avec des process type rolling update ou canary deployment. Alors, vous l'avez vu ce matin, la force de l'offre proposée par Google, c'est toute la partie réseau et VPC. Donc, quand je vais déployer un cluster Kubernetes, je vais avoir une abstraction totale de l'infrastructure sous-jacente. Et ça, c'est super intéressant parce que quand je vais faire un cluster dit donc multi-zone, eh ben, je vais pouvoir déployer mon application sur plusieurs data centers de manière totalement transparente, ce qui va augmenter la résilience en cas de panne. Si jamais Google perd un de ces data centers, eh ben, mon application continuera à tourner de manière totalement transparente. Et Kubernetes va même se charger de redémarrer les conteneurs qui ont été perdus sur la première zone directement sur la deuxième zone. On va aussi pouvoir très facilement scaler le nombre de conteneurs. Donc c'est Kubernetes qui ira allouer les ressources nécessaires pour toute la partie load balancing, gestion des certificats, etc. Et donc du coup, je pourrais rajouter très facilement des back-ends en conteneurs, des back-end conteneurs de mon load balancer de manière totalement automatique, sans n'avoir rien à toucher en manipulation physique. Donc Google Kubernetes Engine. C'est le service proposé par Google qui permet de disposer très facilement de cluster Kubernetes en un simple clic dans la console GCP, par API ou tout simplement en ligne de commande. Si on regarde un peu plus près la partie, donc l'intelligence et comment Kubernetes fonctionne, on verra que c'est un ensemble de services. Qui permet le pilotage et scheduling des conteneurs. Donc ça, c'est appelé le control plane. Et chez Google, ce qui est super intéressant, c'est que le control plane est managé par Google sur GKE, et en plus, il est gratuit. Et donc, ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin, vous-même, de potentiellement le mettre à jour, gérer sa disponibilité, le backuper, etc. Tout ça, c'est directement géré par Google dans l'offre Google Kubernetes Engine. Vous, sur quoi vous allez travailler, ça va être ce qu'on va appeler les worker nodes. Donc les worker nodes, ce seront des machines virtuelles qui seront déployées dans votre VPC, sur lesquelles vous allez scheduler les conteneurs, et donc vous allez pouvoir manipuler les ressources.
Ce qui va être intéressant, c'est que comme les worker nodes sont déployés dans votre VPC, vous allez bénéficier de tout ce qui vous a été présenté sur la partie Compute Engine, c'est-à-dire la disponibilité du réseau global Google, les différentes configurations au niveau des règles firewall, des ressources. Si vous avez besoin de GPU, on va pouvoir très facilement acheter des GPU. Toute la partie live migration, donc si jamais Google a besoin de faire des interventions sur le hardware sous-jacent, eh bien la machine va se déplacer d'un hyperviseur à l'autre sans que vous n'ayez quelque chose à faire, etc. Donc pourquoi je vais utiliser GKE, l'offre Kubernetes Engine proposée par Google? D'abord parce que, comme je disais, c'est Google qui va s'occuper de toute l'intelligence du cluster. Ce ne sera pas à nous d'aller devoir configurer quoi que ce soit. Et puis ça permet du coup d'avoir un cluster multizone très rapidement et très facilement. Et je ne vais pas devoir commencer à déployer chacune des fonctionnalités et des services nécessaires pour faire tourner le cluster Kubernetes à la main. Je vais pouvoir en disposer en simple clic en quelques minutes. L'idée, c'est aussi que l'ensemble, comme tous les services proposés par Google, d'obtenir les métriques et les logs associés à l'exécution de ce cluster directement dans Stackdriver, la solution proposée par Google pour le monitoring et la gestion des logs. On le verra dans l'exemple suivant. Je vais directement, en schedulant mon conteneur, obtenir un ensemble de logs et de métriques qui vont remonter dans l'interface graphique de la console sans que j'ai quoi que ce soit à configurer en plus au sein de mon cluster. Un point intéressant aussi, c'est l'intégration avec l'identité. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir gérer les accès à mon cluster directement depuis la console GCP et depuis mon identité Google. Je vais pouvoir dire, tel utilisateur a le droit de se connecter sur le cluster, ou celui-ci n'a pas le droit. Je vais aussi pouvoir dire tout simplement, donc cette personne est administrateur du cluster, mais n'a pas le droit de déployer des workloads dessus, par exemple. GKE fournit aussi un ensemble de services, notamment pour tout ce qui va être refacturation. Donc si jamais vous êtes amené à faire un cluster et de la centralisation d'applications pour d'autres clients en mode B2B, vous allez très facilement pouvoir identifier quel client consomme quoi à l'intérieur de ce cluster, notamment en séparant par namespace ou en utilisant des labels. GKE va permettre aussi d'allouer automatiquement des nouveaux nœuds quand cela est nécessaire. Donc si jamais j'ai un pic de charge sur mon application et que j'ai besoin de scaler le nombre de conteneurs, je ne serai pas limité par le nombre de machines sous-jacentes. Avec la partie auto-scaling des nœuds, je vais pouvoir de manière automatique, sans rien toucher, rajouter des nœuds à mon cluster pour pouvoir y scheduler les conteneurs. GKE va aussi permettre la mise à jour automatique du cluster, mais ce qui est super intéressant, c'est que Google va s'engager en termes de SLA sur justement la disponibilité de ce cluster, qu'il soit zonal ou régional. Alors quand on parle de conteneurs, on parle aussi souvent d'intégration continue. Et justement, donc, Kubernetes Engine est très bien intégré avec Cloud Build et Container Registry pour construire ses propres images personnalisées, partager ces images, qu'elles soient publiques, privées ou partagées unitairement à des personnes de son entourage, mais aussi d'effectuer des tests de vulnérabilité sur les images pour détecter qu'il n'y a potentiellement pas de faille de sécurité au sein de cette image-là. Alors du coup, quand est-ce qu'on va choisir entre Kubernetes Engine et App Engine que vous verrez juste après? Eh bien, c'est tout simple. L'idée, c'est lorsqu'on a besoin de lorsqu'on a une envie de contrôler l'infrastructure sous-jacente, on va utiliser Kubernetes Engine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être en capacité de définir moi-même les différentes classes de stockage. Est-ce que je veux des disques performants? Est-ce que je veux des disques un peu moins performants mais qui coûteraient du coup un peu moins cher? Est-ce que je veux un réseau global ou est-ce que je veux plutôt être régional? Tous ces points techniques d'infrastructure qui vont être portés par Compute Engine et justement disponibles au sein de Kubernetes Engine. Le deuxième point, c'est surtout au niveau de l'hybridation. Avec Kubernetes, la promesse, c'est que vous allez être en capacité de déployer des clusters partout, que ce soit on-prem ou sur le cloud, et donc vous n'êtes pas bloqué sur une technologie propriétaire Google. On va pouvoir très facilement prendre un manifeste qu'on aurait défini pour initialement faire tourner à la maison et le faire tourner directement sur Google Kubernetes Engine. Alors, quelques exemples d'applications. Par exemple, si vous avez besoin de plus de puissance, eh ben, vous pouvez très facilement déborder sur le cloud et faire tourner votre application de la même manière que ce soit on-prem ou sur le cloud. Ou si, par exemple, vous avez une application plutôt orientée front-end web ou sur laquelle vous souhaitez bénéficier de toute la puissance du réseau Google, vous pouvez très facilement mettre les frontaux chez Google et le reste de l'application on-premise. Et justement, pour faciliter cette hybridation, Google propose le service GKE On-Prem.
L'idée, c'est d'avoir un cluster Kubernetes à la maison, mais managé par Google. Donc comment ça fonctionne derrière? Google va tout simplement vous demander de déployer un cluster GKE sur votre infrastructure VMware avec un prérequis d'être en minimum vSphere 6.5. Et donc vous allez pouvoir bénéficier directement des clusters GKE dans la même interface web, qu'ils soient sur le cloud ou à la maison. Donc l'objectif de ça, c'est de bénéficier de tout l'écosystème Google, mais avec un hébergement qui est à la maison, notamment pour tout ce qui va être contrainte de localisation de la donnée, ou alors utilisation des ressources déjà existantes, le cas si jamais vous avez déjà un data center. Quelques mots sur Anthos. Là, l'idée d'Anthos, c'est justement d'utiliser cette même technologie, mais cette fois-ci au sein de multi-cloud providers. Donc on va vraiment avoir cette couche d'abstraction. Juste avant, je vous ai parlé de la partie GKE on-prem, de la partie GKE, mais on restait focalisé uniquement sur l'on-prem et la GCP. Et bien, la promesse d'Anthos, c'est d'être capable de couvrir n'importe quel cloud provider depuis la même interface avec différentes solutions open source. Notamment, par exemple, avec Anthos Configuration Management, qui va être un outil de conf management, mais cette fois-ci sur des clusters Kubernetes pour vous garantir que l'ensemble de vos clusters appliquent la même configuration. On va pouvoir aussi utiliser des outils comme Anthos Migrate, donc un outil qui va permettre de convertir une machine virtuelle directement en conteneur et de le déployer, que ce soit sur Google, mais également AWS, Azure ou on-premise de la même manière. Et vous allez retrouver l'intégration avec Cloud Build pour toute la partie intégration continue, déploiement continu, Cloud Run pour toute la partie serverless qui va notamment s'appuyer sur du Knative, la gestion de l'identité depuis la console Google, le monitoring depuis la console Stackdriver et différents services. Si jamais vous voulez faire du service mesh, vous allez pouvoir utiliser Anthos Service Mesh qui se basera sur du Traffic Director et de l'Istio. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo. Hop. Donc ici, je suis sur mon projet GCP. Hop. Et donc, je vais aller tout simplement dans la partie Kubernetes Engine pour laisser les clusters. Donc un cluster, ça prend à peu près 2 minutes à déployer. Donc j'ai déjà provisionné un cluster sur lequel on verra que j'ai 3 nœuds de chacun 2 CPU. Donc pour l'instant, sur ce cluster, j'ai rien qui tourne. Donc si vous allez sur la partie workload, pour l'instant, je n'ai absolument pas déployé d'application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une petite application, tout simplement un Hello World, que j'ai développé en Go. Donc on ne va pas s'arrêter sur le code parce que ce n'est pas forcément l'objectif de cette démonstration. Et donc, je vais prendre mon application, je vais l'envoyer à Cloud Build pour qu'il me construise l'image Docker associée, la publier sur Google Container Registry pour ensuite pouvoir déployer mon application sur mon cluster Kubernetes. Et je vais faire ça en 2 lignes de commande en faisant appel tout simplement à Cloud Build. Oups. Donc ici, on voit que ça upload mes fichiers sur Google Cloud Storage, donc mon application sur Google Cloud Storage. Ça va démarrer un job pour créer l'image Docker associée. Et une fois que c'est fait, ça va publier tout simplement l'image sur la registry Google Container Registry. Donc je l'ai fait en ligne de commande, vous auriez très bien pu faire la même chose en interface graphique ou en appel REST. Donc là, l'image est terminée, il vient de la pousser sur ma registry Docker. Et donc maintenant, comment je vais la déployer sur mon infrastructure? Donc là, du coup, j'ai créé un manifeste Kubernetes qui s'appelle Deploy on GKE. Hop, dont le but est de créer donc, un déploiement. Je vais dire, je veux que tu me déploies mon application, et celle-ci va écouter sur le port 80, et du coup, ce n'est pas moi qui vais avoir besoin de dire sur quel nœud j'ai envie de l'exécuter, combien de réplicas j'en veux, etc. Tout ça, ce sera défini par Kubernetes. Et enfin, j'ai créé un service qui est la ressource qui me permet de créer un load balancer sur cette application pour que ce soit accessible depuis Internet.
Donc comment je vais déployer ça? Je vais tout simplement faire un kubectl apply, le nom de mon fichier. Hop. Et donc là, je demande tout simplement à mon cluster Kubernetes de me scheduler mon application en production. Et donc maintenant, cette fois-ci, si je rafraîchis la page des workloads, hop, on voit bien que le cluster Kubernetes a reçu l'ordre de déployer mon application et que celle-ci est déjà disponible. Donc là, du coup, ce que je vais aller voir maintenant, c'est mon load balancer. Donc l'application démarre, par contre, mon load balancer est encore en cours de provisioning. Donc là, je vais tout simplement attendre quelques secondes pour récupérer l'adresse IP publique de mon load balancer pour pouvoir m'y connecter. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de data, vu que je n'ai pas encore eu l'occasion de me connecter sur mon application. Donc si jamais vous voulez faire la même chose en ligne de commande, vous faites un kubectl get services et vous voyez qu'ici l'IP externe est en cours d'allocation. Donc hop, je vais juste rajouter un petit watch devant pour être alerté dès qu'elle est disponible. Et d'ici quelques secondes, je vais récupérer l'IP public de mon service et je pourrai le consommer. Hop. Et voilà. Et donc je récupère également le nom du conteneur sur lequel je tourne. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin d'encaisser un fort pic de charge? Donc là, je vais scaler manuellement le nombre de conteneurs nécessaires. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul conteneur. Mais ici, je vais créer donc 5 réplicas de ce conteneur. Ça veut dire que je vais avoir 5 conteneurs qui vont livrer mon application. Et donc voilà, en quelques secondes, ici, on va voir que je vais changer régulièrement de conteneur quand je rafraîchis. Et donc, j'ai pu scaler automatiquement mon application. Donc là, je l'ai fait manuellement, mais j'aurais très bien pu mettre des alertes sur le CPU, la RAM, le nombre de connexions simultanées, etc. Voilà, je vous remercie.